Bonjour à tous, bienvenue à Las Vegas pour ce garage un petit peu particulier. Bonjour Driss. Salut Alexandre, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Alors Driss, le CES où nous sommes est un salon high-tech. Explique-nous un petit peu ce qu'on fait ici. Alors le CES, c'est le grand rendez-vous de tout ce qui est haute technologie. C'est ici qu'on découvre les nouveautés qui arriveront chez nous dans l'année, que ce soit les télévisions, les appareils photo, les téléphones et également les voitures depuis quelques années. Alors il y a beaucoup de constructeurs automobiles présents ici. J'ai avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Delépine. Bonjour Grégory. Bonjour Alexandre, Alors, bonjour Driss. Grégory représente Audi France ici et la marque Audi en général. Grégory, dites-nous un petit peu ce que fait Audi à Las Vegas, d'autant que ce n'est pas la première fois que vous êtes là, je crois. Effectivement, c'est la 4e année qu'on vient ici au CES de Las Vegas. Pourquoi venir ici? Audi a placé l'innovation comme une de ses principales valeurs de marque. On investit énormément dans l'innovation technologique et quoi de mieux que le CES pour présenter toutes ces innovations. Alors Driss, on a fait un petit peu le tour de ce que montre Audi ici, et il y a carrément des premières mondiales. Il y a énormément de nouveautés chez Audi en termes de technologie cette année au CES, et également oui des premières mondiales, ce qui prouve bien l'importance que prend le salon, car on a des nouveautés qui sont présentées ici et plus uniquement au salon dédié à l'automobile. Alors on va les égrener, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Moi j'ai noté dans mes petits papiers une première innovation qui s'appelle le Virtual Cockpit. Grégory, en un mot, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, le Virtual Cockpit est en avant-première mondiale ici au CES. Le Virtual Cockpit, c'est la personnalisation ultime de votre cadran, vos anciens cadrans à aiguille. Le Virtual Cockpit vous permet de personnaliser à volonté et de mettre ce qui vous intéresse à l'écran et de choisir l'information que vous souhaitez privilégier. D'accord, donc concrètement, le possesseur de la voiture, à partir de son interface, hein, va dire ici je veux le compteur de vitesse, là je veux le contour, ici je veux la navigation. En gros, c'est ça. Exactement. Et si je préfère, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur le GPS, sur la navigation, je vais accentuer cette information-là et la rendre encore plus visible. Très bien. Ouais, donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que précédemment, on avait toujours le GPS qui était déporté sur un écran un peu sur la droite au milieu de la console. Aujourd'hui, on va l'avoir en face du conducteur. Donc le conducteur peut vraiment se concentrer sur ce qu'il voit sur la route et ne plus détourner le regard sur le côté. Est-ce que ça veut dire que l'instrumentation centrale devient le seul écran, ou est-ce qu'il y aura toujours justement un écran additionnel à côté sur la console? En tout cas, pour le TT, puisqu'on parle d'un coupé et d'une voiture de sport. Précisé, Grégory, je te coupe, c'est que ce Virtual Cockpit arrive très bientôt, là, c'est concret dans le nouveau coupé TT. Exactement, il sera présenté à la rentrée 2014. D'accord. Donc en fait, on présente le Virtual Cockpit sur un coupé strict de place et pas une familiale. C'est une voiture de sport, typée sportive en tout cas, et ça a tout son sens d'avoir l'instrumentation derrière le volant, et pas forcément un écran dont tous les occupants peuvent bénéficier. Alors il y a le Virtual Cockpit pour le TT, c'est pas la seule innovation au niveau de l'interface chez Audi, puisqu'il y a également l'évolution du MMI qui maintenant s'appelle le HMI. Le MMI, c'est l'interface multimédia qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui dans la plupart des Audi et qui devient le HMI, Driss. Exactement. L'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum l'utilisation des systèmes embarqués pour rester concentré sur la conduite et ne pas regarder autre chose que la route, ne pas être déconcentré lorsque l'on conduit. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ce HMI? Alors peut-être pas grand-chose pour certains, on passe de 4 boutons à 2 boutons. On apporte une intuitivité et c'est le H d'ailleurs de HMI, Human Multimedia Interface. Et en fait, c'est que cette nouvelle interface est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus proche de l'humain et de la main.
Donc en fait le principe, en passant, comme tu dis, de 4 à 2 boutons, on simplifie les commandes, on en retire. J'ai cru comprendre également que donc, la molette tactile qu'on a vu à l'image devient multipoint, donc multitouch comme on dit. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Alors ça permet d'écrire avec le doigt, des Alors caractères. Ça, c'était déjà le cas. Voilà. Mais avec cette même manette, vous pouvez appuyer, mais vous pouvez aussi monter vers le haut, vers le bas, et vers la droite et vers la gauche. Et il y a donc également les gestuels qu'on connaît tous, si j'ai bien compris, sur nos smartphones aujourd'hui. C'est-à-dire le pincé pour zoomer, qui va permettre de piloter la carte, etc. de façon encore plus intuitive donc, que les boutons qu'il faut tourner ou les écrans sur lesquels il faut appuyer. Tout à fait. Pour augmenter le facteur de zoom de sa navigation, c'est ça? Exactement. L'idée étant de diminuer le nombre de boutons et donc que le conducteur, en tout cas l'utilisateur, soit focalisé plus sur et qu'il ait moins d'action pour arriver là où il les souhaite. Alors des écrans, il y en a dans la voiture, et alors si j'ai bien compris, il y en a maintenant également à l'extérieur, avec le Smart Display. Avec le Smart Display, des écrans sur l'extérieur, oui, tout à fait. Je me demandais de quoi tu parlais, un écran à l'extérieur, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, alors le Smart Display, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, la convergence avec une tablette. Donc Audi se lance aujourd'hui dans le monde de la tablette. Alors cette tablette qu'on voit à l'image, c'est une tablette Android. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? En fait, vous retrouvez toutes les fonctions du véhicule, toutes les fonctions principales, à savoir surtout de multimédia. Et puis vous retrouvez notamment des fonctions qui donnent des informations sur la voiture. On voit là à l'image sur la vitesse, le contour, et puis sur la température, sur pas mal de fonctions propres à la personnalisation à l'intérieur de la voiture. D'accord, alors c'est une chose qu'on peut avoir dans la voiture, mais on peut la sortir de la voiture, l'emporter chez soi. Tout à fait. Et on peut apporter ces applications de smartphone, on peut y apporter du contenu média, de la musique, des jeux, gaming, et puis aussi des films. Alors là, contrairement à l'Audi TT, c'est plus pour la famille. C'est pas un projet de science-fiction, de futuriste. On le présentera, on le sera commercialisé à la fin de l'année avec l'arrivée du nouveau Q7. C'est une vraie tablette, c'est ça qui est aussi important de le dire, c'est une vraie tablette de 10 pouces sous Android. On a accès à Google Play, on peut installer toutes ces applications. Elle est Wi-Fi uniquement, donc comme tu disais, on peut l'emmener à la maison, s'en servir comme une tablette normale. Il y a quelques subtilités quand même qu'il faut préciser, c'est que une tablette est liée à une voiture. Donc les ingénieurs nous ont expliqué que la voiture est équipée d'une puce. On avait également son homologue dans la tablette, de sorte à ce que les deux soient reliés en permanence. Donc on ne pourra pas utiliser une tablette dans une autre voiture. Et de la même façon, si je ne m'abuse, il faut retourner dans la voiture une fois par mois au moins, sinon la tablette se désactive. Exactement. Et autre chose très importante, cette puce permet aussi de garantir la sécurité et de ne pas rapporter un virus dans une voiture qui pourrait rendre la conduite en voiture obsolète. Oui, en tout cas. On en avait parlé de ce problème de sécurité quand on avait abordé les interfaces dans une précédente émission, et c'était effectivement une des questions à laquelle il fallait répondre pour pouvoir mettre des OS comme Android dans une voiture, parce que aujourd'hui c'est ça, la voiture devient un appareil mobile comme un autre, sous Android ou sous autre chose d'ailleurs, mais là pour le coup sous Android avec cette tablette. L'idée c'est que les utilisateurs se servent de leur voiture comme une projection de leur smartphone et qu'ils soient toujours connectés et que la voiture ne soit pas une parenthèse dans leur vie professionnelle ou même dans leur vie, dans leur loisir. Alors on a encore une extension du smartphone dans la voiture, parce que il y a ce qu'on appelle la Phonebox, Driss. Alors la Phonebox, oui, c'est une technologie, ce sont des choses qu'on a pu voir précédemment et que là Audi met en application. L'idée c'est, tu rentres dans la voiture aujourd'hui, le réflexe que va avoir la plupart des conducteurs, c'est de se connecter en Bluetooth pour pouvoir téléphoner en main libre et généralement, histoire de recharger sa batterie, de brancher son téléphone. Donc là la Phonebox, ça a plusieurs avantages. Tu me dis, Grégory, si je me trompe. Donc le premier, c'est je pose mon téléphone dans une boîte qui permet de minimiser les ondes, si je ne m'abuse. Exactement. Tu es connecté en Bluetooth et le téléphone se recharge aussi par induction
C'est une petite boîte qui se trouve sous l'accoudoir. Ce que je trouve particulièrement intelligent, c'est que c'est un geste naturel. Lorsqu'on rentre le soir, le premier réflexe, on pose ses clés, on retire son téléphone et on le pose. C'est la même chose, ça sera la même chose avec la Phonebox. Vous retirez le téléphone de votre veste, vous le posez, il est à l'abri. Et ce qui est intelligent, c'est que aucune onde n'est transmise dans la voiture. D'accord. Alors on va préciser quand même ce qu'est l'induction, hein, parce que les gens vont peut-être croire que c'est pour la faire cuisson, la cuisine. ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc l'induction, c'est la pas cuire le recharge. téléphone. C'est pour la recharge sans fil. Hein. Voilà, la précision méritait Donc d'être. on n'a plus besoin de brancher le téléphone physiquement, il se recharge. Bon, ça existe déjà notamment avec Nokia ou des constructeurs comme ça, des stations de recharge où on pose le téléphone et il va se recharger par induction directement sans avoir besoin de connecter un fil. Donc là c'est le cas dans Audi. On va continuer les nouveautés. Alors j'ai sur ma liste un système Ambient Light. Alors là, ce sont des choses qu'on nous a présentées, ce sont des prototypes, hein, ce sont les choses sur lesquelles travaille Audi. Donc c'est pour avoir une ambiance lumineuse à l'intérieur de la voiture, mais pas seulement. Pas uniquement. Là, on est sur un projet un petit peu plus futuriste. On est un peu plus sur la science-fiction. En tout cas, on se projette un petit peu plus loin. C'est des projets qui sont à plus long terme. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une option dans une voiture, il y a un nouveau voyant qui arrive. L'idée le message qu'on souhaite faire passer, c'est qu'avec ces LED qui sont entièrement intégrés dans l'habitacle, vous continuez à garder une vision périphérique et à avoir des informations, un clignotant, des informations sur la vitesse. Lorsque vous ouvrez votre portière et qu'un piéton ou qu'un cycliste se trouve à proximité, une petite lumière rouge vous informe et sans avoir un voyant supplémentaire. D'accord, c'est ce qu'on a aujourd'hui, si je ne m'abuse, sur certaines voitures. Dans les rétroviseurs, on a un petit indicateur d'angle mort. Donc c'est l'extension de cette technologie. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça agit sur la périphérie de l'œil. Vous pouvez continuer à garder un œil sur la route et la petite lumière clignote vous signale qu'il y a un danger et que vous devez être vigilant. On le perçoit sans avoir à le regarder. En fait, c'est Exactement. ça l'idée. Hein. Donc toujours dans l'idée de la sécurité, de garder les yeux sur la route. D'ailleurs, on aura quelque chose à montrer tout à l'heure plus tard à ce sujet dans l'émission, sans avoir à détourner son regard pour comprendre la signification d'un voyant qui peut se situer à côté d'un autre et finalement le voir signifier complètement autre chose. On continue. Solunar, c'est quoi ça? C'est un nom que je ne connaissais pas. Alors ça, Solunar, c'est quelque chose qu'on a découvert aussi ici. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pour l'ambiance, pour le confort à bord. Mais là où c'est différent de choses qui existent aujourd'hui, hein, parce qu'on a déjà des LED à l'intérieur des voitures pour créer une ambiance lumineuse, là c'est lié à l'environnement extérieur à la voiture. C'est-à-dire, en fait, effectivement, alors on parle de design, et vous savez l'importance qu'a le design dans l'automobile, mais en fait, le design intérieur de la voiture se retrouve aussi sur le design extérieur. Et ce sont des avancées, ce sont des projections de ce que pourrait présenter Audi d'ici quelques années sur une nouvelle signalisation en fait qu'il n'y ait pas de rupture entre le design extérieur et le design intérieur. Alors ce que me disaient aussi les ingénieurs, hein, là aujourd'hui on est à Las Vegas, il y a énormément de lumière à l'extérieur, dans la ville, hein, c'est les néons partout, 24/24 ou presque. Et ils me disaient, donc vous vous arrêtez au feu rouge, hein, vous avez des néons rouges par exemple, on va recréer le même type d'ambiance à l'intérieur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas cette rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça va même plus loin, hein, tu me dis si je me trompe, ils me disaient si tu sors de la ville et que tu pars à la campagne, et ben là tu peux avoir une ambiance lumineuse un peu plus bucolique à l'intérieur de la voiture, quelque chose un peu plus vert. Des petits papillons. Par exemple, si ça te fait plaisir. Alors, plus sérieusement, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que, et ça on le propose déjà sur des véhicules qui sont déjà actuellement commercialisés, c'est qu'en fonction de votre conduite, vous pouvez aussi adapter la luminosité. Une conduite plus douce va amener une lumière un petit peu plus tranquille, et une conduite qui demande plus de vigilance, une conduite un peu plus sportive, vous pouvez modifier la couleur de l'ambiance à l'intérieur. Concrètement, c'est ce genre de projet, s'il arrive à terme et qu'il aboutisse, c'est à quel horizon on peut penser avoir ça dans les voitures, dans combien de temps? C'est déjà commercialisé. À Pour ce parler du niveau-là, Solunar, voilà. je pense entre 5 et 10 ans.
Ouais, donc on a encore un peu de temps et justement de l'intérêt du salon, hein, ce qu'on disait par rapport aux technos qui sont exposés ici. Alors, puisqu'on est dans l'éclairage, là on parlait d'éclairage intérieur, de choses comme ça, d'ambiance, il y a un autre point qui est très important chez Audi, et pour le coup là est très concret, c'est tout ce qui est éclairage extérieur, vision de nuit. Et il y a une technologie que vous avez développée sur l'Audi A8 qui s'appelle le Matrix LED. On va en toucher deux mots. C'est pas ce qui est présenté ici, mais on va quand même en toucher deux mots parce qu'il y a ensuite une extension qui arrive. Alors qu'est-ce que c'est que le Matrix LED ? Le Matrix LED, en fait, là encore, on essaye de rendre la voiture encore plus intuitive et encore plus avec plus de sécurité. Le Matrix LED, ce sont des... On le voit à l'image. Voilà. Alors, ce sont des images qu'on a tournées il y a quelques semaines dans le désert marocain. Là, on est dans un autre désert. Continue Grégory. Donc, en fait, on a un faisceau qui va... de 5 LED qui s'adaptent en fonction des voitures qui arrivent en face. Pour que l'idée, c'est d'avoir un maximum de visibilité, de luminosité, sans que l'environnement extérieur n'en soit gêné. Voilà, alors là, ce qu'on voit à l'image, c'est que la voiture qui est devant, l'éclairage est occulté au niveau de la voiture. La voiture dans laquelle on roule est en plein phare. Et curieusement, donc on ne repasse pas en code. C'est la voiture qui va toute seule occulter le véhicule qui précède ou qui croise, de manière à ne pas le gêner, ne pas l'éblouir. Et pendant ce temps-là, donc, le reste de l'environnement est éclairé en plein phare. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce Matrix LED est en liaison avec le GPS. Il anticipe une épingle, par exemple, et va tourner de lui-même sans que vous ayez à tourner le volant. Ça, c'est la première chose. Et lorsque vous croisez lorsqu'il est associé à la caméra de vision nocturne et que vous croisez un animal ou un être humain, une petite LED va scintiller pour l'avertir lorsqu'elle se trouve sur le champ de vision et donc devant le véhicule. Voilà, donc ça apporte du confort pour le conducteur et de la sécurité à la fois pour le conducteur, mais également pour l'environnement extérieur. Tout à fait. D'accord. Alors, pourquoi on parlait de Matrix LED ? C'est parce que là, il y a donc une extension que présente Audi qui s'appelle le Laser Light, qui a été présenté sur le Sport Quattro, le concept Sport Quattro qu'on a vu à Francfort. Qu'est-ce que c'est que le Laser Light par rapport au Matrix LED ? C'est complémentaire, c'est différent, qu'est-ce que c'est ? Alors, sur le concept, c'est complémentaire. Le laser est assez proche de la LED. On voit à l'image une petite animation. Il a un gros avantage, il a plusieurs gros avantages, le laser. La lumière laser, en tout cas, c'est qu'elle éclaire mieux pour moins d'énergie et elle prend énormément moins de place. Avec les mêmes durées de vie, la même fiabilité que le LED. Également, alors ce que je vois là sur le graphique, c'est qu'elle éclaire plus loin. Un faisceau laser éclaire jusqu'à 500 mètres sans aucun problème. Donc c'est ça, la longueur de 5 terrains de football, c'est la portée du faisceau laser. Et simplement pour vous donner une idée comme quoi Audi croit en cette technologie, elle sera présente sur la prochaine voiture qui courra au Mans, sur le prochain Le Mans LMP1. Alors c'était déjà, d'ailleurs c'est le sport a toujours été, en tout cas pour les technologies d'éclairage, une espèce de façon entre guillemets, de breveter le système, de montrer qu'il fonctionne et de l'utiliser dans des conditions extrêmes. Comme les 24 heures du Mans, 24 heures avec beaucoup de voitures, des conditions qui sont toujours chaotiques, on peut avoir de la pluie, c'est un excellent terrain de jeu et pour tester une technologie, on n'a jamais trouvé un meilleur terrain de jeu. Alors on va changer d'univers, on va quitter l'éclairage pour des automatismes. Et là, on est carrément dans la conduite automatisée, Driss. Alors, dans la conduite, on va dire plutôt assistée. Donc, on nous a bien précisé ça. Ça s'appelle le piloted driving, avec mon accent anglais bien de chez nous. L'idée, donc, c'est une étape supplémentaire vers la voiture autonome. C'est en fait de venir... Donc, il faut toujours qu'il y ait un conducteur. Il n'est pas question de se mettre sur la banquette arrière et de lire. Non, il faut toujours rester au volant. En revanche, pour toutes les périodes où la conduite n'est pas particulièrement agréable, la voiture peut prendre le contrôle, Grégory. Exactement. Alors, ce qui est intéressant et ce qui pour nous est très important, c'est qu'on ne veut pas se substituer au conducteur. Par contre, ce que l'on recherche, c'est
présenter une technologie qui prenne la place du conducteur au moment où la conduite n'est pas intéressante. Des embouteillages, vous n'allez pas me dire que c'est le moment où vous avez le plus de plaisir à conduire. Ça, c'est la première chose. Donc, ce système fonctionne de 0 jusqu'à 60 miles, c'est-à-dire à peu près entre 90 et 100 km/h. Dans les embouteillages, vous restez sur votre fil et la voiture s'arrête et redémarre jusqu'à 60 km/h. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème du piloted driving, c'est que lorsque vous avez un problème physique et que vous n'êtes plus en état de conduire votre voiture, un évanouissement, une crise cardiaque, la voiture reprend le contrôle jusqu'à l'arrêt sans que la voiture s'arrête brutalement et se met sur le côté, et ensuite ce qui vous permet de contacter les secours afin qu'on vienne vous secourir. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Il y a une troisième application aussi, si je ne m'abuse, c'est le stationnement. Exactement. Certes, les voitures sont de plus en plus larges et de plus en plus longues, et les places sont de plus en plus petites. Ça permet aux véhicules de se garer tout seul dans une place qui ne le permettrait pas de sortir ou pour plus de praticité. Voilà. C'est pour toi ça, Alexandre, quoi. Toi qui as toujours du mal à faire un créneau. Exactement, voilà. Pour les personnes qui ont des créneaux difficiles, c'est une aide supplémentaire, une assistance supplémentaire. Voilà. Très bien. Grégory, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, vrai merci plaisir. à vous. Et on se retrouve après une courte pause. Merci encore. Retour à Las Vegas pour le CES 2014. Donc Alexandre, je crois que tu es allé voir une autre société qui s'appelle Inrix. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils font ? Alors Inrix, c'est une société américaine qui fait de l'infotrafic depuis assez longtemps et qui donc a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le constructeur BMW qui est également présent à Las Vegas. Le plus simple, c'est de laisser les personnes qui ont développé ce système en parler. Je vous propose d'écouter Mark Pendergrast, qui est le directeur du développement chez Inrix. Ce qu'on propose de vous montrer aujourd'hui, c'est un nouveau système de navigation qu'on a fait en partenariat avec BMW. Donc, ce que je peux vous montrer d'abord, c'est bien sûr ce tableau de bord, juste ici, ce qui vous donne toutes les informations en temps réel des infos trafic. Ce qu'on ajoute ici, c'est aussi, comme c'est une voiture électrique, on vous offre aussi des informations sur le range auquel vous pourrez conduire cette voiture électrique avant d'avoir besoin d'un nouveau charge électrique. Ce qu'on vous montre, c'est aussi la capacité d'avoir nombreuses différentes potentielles routes pour le conducteur. Pas simplement dans la voiture, mais aussi avec les transports publics. Donc en fait, c'était la première fois qu'une fabricant de voitures introduit les plannings des services publics. Dans une ville urbaine, bien sûr, une voiture électrique est beaucoup plus pratique quand vous pourrez garer la voiture à côté d'une station de métro ou d'une station de bus et prendre un service public pour finir une route. Donc, ça vous donne encore des options, encore des alternatives quand les conditions de trafic sont telles que vous avez besoin de prendre un service public. Ça vous offre une route plus vite pour aller à votre destination finale. Aussi, dans cette système de navigation, vous avez accès à toutes les bornes, les stations de charge. Donc, si vous voyez sur la voiture que vous avez besoin d'une charge, vous avez toujours accès à toute une liste, plus de 12 000 en fait en tout en Europe, de toutes les stations de bornes auxquelles vous pourrez garer votre BMW et vous accédez à une charge électrique pour compléter votre voyage. Donc là, pour le coup, Alexandre, c'est du concret, on n'est pas du tout dans la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction, hein. La BMW i3
elle existe, elle roule déjà à Paris, elle est commercialisée. Enfin, quand je dis à Paris, partout, c'est parce qu'on est à Las Vegas, je suis un peu déphasé. Donc elle roule partout, on peut la commander, on l'achète. Donc le système arrive dedans. Il est également amené à se développer sur d'autres véhicules de la marque. La BMW i8 qui arrive, qui est le prochain véhicule électrique de BMW, qui là pour le coup est un véhicule un petit peu plus sportif. Mais voilà, hein, l'idée c'est d'amener ça de le généraliser. Et alors c'est un petit peu plus que de l'infotrafic. Ce que disait Marc pendant l'entretien, c'est que ce système est également une façon de responsabiliser le conducteur un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il est capable aujourd'hui de lui dire, on l'a peut-être pas forcément bien compris, de lui dire laissez votre voiture, vous irez plus vite à pied, ou bien garez votre voiture à la station de métro et finissez le trajet en métro. Voilà le trajet que vous devez faire en métro. Le trajet optimal. Ou en transport en commun, en transport public, pour arriver à destination. La voiture intègre les données, les horaires des transports en commun et les intègre à son système de navigation. Ça prend en compte aussi les infos sur les grèves ? Alors, c'est possible. À Paris. Ce sera intéressant, c'est une question d'ailleurs qu'il fera reposer à Marc. Et là, donc l'autre aspect intéressant de la chose, du système Unrix, c'est que, d'Unrix et d'autres, parce que c'est quelque chose qui est amené à se développer avec le véhicule électrique, c'est l'autonomie non plus théorique mais réellement pratique, à savoir qu'il va tenir compte de la circulation, c'est-à-dire des à-coups ou de la fluidité qu'on peut avoir dans sa conduite en raison du trafic, mais également de la topographie, c'est-à-dire que le système est capable de dire vous allez vous diriger vers la montagne, votre autonomie va être réduite parce qu'il y a des côtes à monter. Voilà. Alors ce qu'il y a d'intéressant là, pendant que tu étais en train de nous expliquer tout ça, c'est qu'Inrix travaille en fait avec la plupart des gros constructeurs. Je suis en train de voir ça, hein. Audi, BMW, on vient de le dire, Jaguar Land Rover, Ford, Garmin, Mercedes, Toyota, enfin voilà, hein, c'est quelque chose qui était très répandu. Absolument, mais voilà, c'est aussi la preuve qu'un partenaire multimarque peut développer des solutions privilégiées avec certains constructeurs. Et d'ailleurs, c'est le cas, on l'a vu tout à l'heure avec Audi, hein, mais Audi est partenaire là, de Google, de Nvidia, de Qualcomm, qui sont des fournisseurs techniques de puces de processeurs ou de technologies, mais qui ne sont pas exclusifs forcément à Audi par ailleurs. Non, c'était d'ailleurs assez intéressant, c'est ce qu'on nous avait aussi montré chez Audi, où pour la voiture autonome, le coffre sur la version le concept actuel, le coffre était rempli d'ordinateurs, de tout un tas d'équipements, et aujourd'hui ça tient sur une petite carte mère, justement via ces partenariats avec des spécialistes. Alors les partenaires dans l'automobile, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a ce qu'on appelle les équipementiers. Il y a un équipementier français mondialement connu qui s'appelle Valeo. Valeo qui est présent également au CES. Driss fait tomber son matériel. C'est pas grave. Donc Valeo est également présent au CES. Alors je crois que tu es allé les voir, hein. Qu'est-ce qu'ils nous présentaient cette année, Valeo ? Alors Valeo présente plusieurs choses. Il y a une chose qui m'a intéressé, et alors Audi a un système un petit peu similaire, mais qui est déjà d'une ancienne génération, les choses vont très vite, qui est ce qu'on appelle le voiturier automatique, l'automated valet parking. Et comme tout à l'heure, je vous propose de laisser son responsable innovation nous en parler. Guillaume Devauchel de chez Valeo a répondu à quelques-unes de nos questions. On présente ici à Las Vegas un véhicule qui se gare tout seul. Donc c'est la fonction de voiturier assurée complètement automatiquement par le véhicule. Alors c'est-à-dire concrètement, j'arrive dans un parking, je suis au volant, qu'est-ce que je fais ? Concrètement, vous sortez de votre voiture, vous actionnez, vous appuyez sur un bouton sur votre smartphone et vous laissez la voiture se garer toute seule, vous oubliez la manœuvre complètement. Donc la voiture va aller rouler sur le parking toute seule, trouver une place de parking et se mettre dedans au niveau de la première place qu'elle va trouver disponible, c'est ça ? Exactement. Le véhicule va chercher la première place disponible. Une fois qu'il l'a identifiée, scannée grâce au capteur ultrason, il va se garer tout seul sans aucune intervention humaine.
Très bien, alors ensuite, je reviens chercher ma voiture, comment ça se passe? Je me remets à l'endroit où je l'ai laissée et elle revient vers moi directement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça marche? Je la redémarre à distance? Absolument, vous demandez à votre véhicule de revenir à son point de départ et le véhicule va vous attendre à la sortie du parking. C'est une fonction de voiturier, mais automatique. Et gratuite. Et gratuite, bien sûr. Merci. Bon, on plaisantait tout à l'heure sur ta capacité à faire un créneau, mais a priori, ça c'est le genre de véhicule encore qui te serait bien utile, Alexandre. Alors, tu es très médisant. Non, ce qui est intéressant avec cette chose, c'est que vraiment, on sort de sa voiture et on la laisse aller se garer toute seule. Donc comment ça se passe? J'arrive à l'endroit où je me rends, j'ai pas envie de perdre du temps, je suis en retard pour un rendez-vous, j'ai pas envie de perdre du temps à chercher une place, la voiture s'en va toute seule. Ouais. En retard à un rendez-vous ou bien dans un endroit un petit peu exigu ou alors, je ne sais pas, il fait froid dehors, on n'a pas envie d'aller se garer très loin et de revenir à l'entrée de son immeuble ou quelque chose comme ça. On descend de sa voiture, seul avec sa femme, ses enfants, on descend de sa voiture, on vide le coffre éventuellement, on appuie sur une application qu'on a sur son smartphone, on va dire à la voiture, va te garer, simplement, et la voiture va rentrer dans le parking, automatiquement scanner l'endroit, rouler jusqu'à déterminer qu'un emplacement lui convient pour se garer, et se garer tout simplement, se couper le contact, se verrouiller, terminé. Donc il n'y a pas un risque qu'on perde sa voiture comme ça? Il n'y a aucun risque. Bon, alors, Valeo développe énormément de scénarios, non seulement au niveau de la sécurité bien sûr, parce que il y a la question de la responsabilité du conducteur, choses comme ça, mais il n'y a aucun risque de perdre sa voiture, de l'abîmer, parce que au moment où on veut reprendre sa voiture, eh ben on fait la manœuvre inverse, on a vu, on rappuie sur l'écran de son smartphone, la voiture redémarre, ressort de sa place de stationnement et revient tranquillement nous chercher. Il faut que ce soit à l'endroit exact où je me trouvais quand je me suis garé, ou je peux être un peu n'importe où? Alors aujourd'hui c'est à l'endroit exact, après on peut imaginer, parce que ça c'est un prototype mais qui est très abouti, qui va arriver, hein. C'est la dernière génération, on va dire, de ce qu'on a vu, de ce dont on a parlé tout à l'heure avec Grégory. On peut très bien imaginer qu'ensuite la voiture géolocalise son conducteur et aille le chercher. Maintenant, on voit bien que c'est un système de parking et non pas de conduite automatique. Donc on ne va pas s'amuser à laisser la voiture faire le tour de la ville. D'accord. Bon, on n'a pas intérêt par contre à tomber en panne de batterie sur son smartphone. C'est vrai aussi, mais on peut toujours après se débrouiller pour aller chercher sa voiture, parce que pendant tout le temps où la voiture va se garer, le conducteur, enfin qui n'est plus en l'occurrence le conducteur, mais peut suivre son évolution sur l'écran du smartphone à partir de caméras qui sont dans la voiture. C'est pas une obligation, mais peut le faire, et donc peut très bien voir l'endroit où elle se trouve physiquement et le retrouver après dans le parking un peu plus tard. D'accord, c'est vrai que c'est quand même bien pratique, hein, avec le temps qu'on perd parfois dans Paris ou dans les grandes agglomérations plus généralement pour trouver une place, ça va être un gain de temps non négligeable. Oui, absolument. Alors maintenant, pour que ça se développe, il y a évidemment d'autres partenaires à convaincre, ne serait-ce que les concessionnaires de parking qui vont pouvoir également équiper leur parking après de balises qui vont permettre à la voiture de le reconnaître encore plus vite, de le mémoriser, voire de communiquer avec les infrastructures pour aller se repérer beaucoup plus vite à l'intérieur d'un parking sans avoir besoin de le scanner elle-même en arrivant. Voilà. Donc Valeo, à la pointe de la technologie, je crois qu'ils avaient aussi une autre chose à présenter, qui était là vraiment, on est dans la science-fiction, là, alors, littéralement. Au-delà en fait, ils parlent de 3 choses ici, on va nous en parler de 2. La troisième dont on ne va pas parler, c'est des feux à LED, un peu comme on a vu avec Audi, le système Matrix, mais également une nouvelle façon de commander sa voiture avec l'œil. Et on va voir, je vous propose de retrouver tout de suite Guillaume de Vauchel qui va nous présenter ce système. Donc ce système très simple obéit au regard, donc il me permet de commander mon véhicule, certaines fonctions du véhicule, simplement en regardant une partie d'un écran ou une zone déterminée. C'est une fonction de confort, mais aussi une fonction de sécurité, parce que le même système permet de comprendre, de connaître mon état de vigilance. Penser à une technologie qu'on avait vue il y a quelques années, je crois que c'était au JC Tech au Japon,
où on contrôlait la musique de son baladeur en bougeant les yeux comme ça de droite à gauche ou de haut en bas. Alors effectivement, la reconnaissance optique en elle-même, elle n'est pas totalement nouvelle. Il y a on peut même télécharger sur son PC, son Mac, des petites applications qui permettent déjà de faire ce qu'on appelle du eye tracking, c'est-à-dire un suivi des yeux, du regard, et qui va permettre de piloter la souris uniquement avec le regard, de cliquer en fermant un œil. Là, on adapte un petit peu ça au domaine de l'automobile. Là, on l'a vu sur la démo, c'est parfaitement fonctionnel. Je l'ai essayé moi-même. La configuration, là, demande 20 secondes, mais quand le système sera commercialisé, quand les constructeurs l'intégreront, ce sera instantané, il n'y aura même pas besoin de calibrage à faire, quoi que ce soit. On se met derrière son volant et on a donc cette espèce d'interface écran multimédia, et de l'œil, on désigne une fonction qui apparaît sur l'écran, on désigne la fonction, et tout de suite, ce que représente cette fonction, si c'est la radio, la navigation, etc., va se présenter au milieu de l'écran de façon évidente. Et alors mieux que ça, si ensuite on regarde la route et le véhicule qui précède, le pare-brise, le système de visite à tête haute, ce qu'on appelle, va pouvoir indiquer la distance avec le véhicule qui précède en mètres et de façon très très précise. Donc c'est un système, comme l'a indiqué Guillaume dans le sujet, de confort, mais également de sécurité, puisque au-delà du suivi, on sait que par l'œil, on peut également déterminer le niveau de vigilance du conducteur et ainsi déterminer s'il est toujours apte à conduire de façon sereine. Alors ce genre de technologie-là, est-ce qu'ils ont une date pour la commercialisation? Est-ce qu'on sait a priori si ça pourrait arriver assez vite dans les voitures? Alors, ce que nous dit Valeo, c'est le développement d'une technologie. Là, le système est presque prêt, c'est-à-dire qu'il pourrait arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce genre de système met toujours beaucoup de temps à se développer. Mais alors, il y a une chose qui me dit dans la discussion Guillaume de Vauchel, c'est que l'idée, et d'ailleurs on en a parlé également hier chez Audi, donc on va pouvoir en reparler, c'est de raccourcir un petit peu ce laps de temps qu'il y a entre le développement de la technologie d'un côté, celui de l'automobile de l'autre. Ce que nous disait hier le président d'Audi lors de la keynote, c'était ce qu'on veut, c'est aujourd'hui développer dans le même temps la technologie, l'électronique et la voiture. Oui, raccourcir les délais, les temps de développement. Exactement. Alors, on va peut-être changer un petit peu d'univers. Bon, on reste dans le milieu de la voiture, mais on va parler un petit peu sport. On va parler sport parce que l'automobile, c'est aussi le sport. Et alors, dans la première émission du CES, Benjamin Vincent, qui est notre grand Manitou, me demandait ce qu'il en était des constructeurs français ici, parce qu'on l'a vu, il y a des constructeurs japonais, il y a Toyota, il y a Allemands, Honda, il y a des Européens. Allemands, on a cité Audi, BMW, il y a Mercedes qui est là également, il y a Ford qui est là, il y a les Américains, bien sûr, Ford qui est à la fois allemand et américain, mais il y a General Chevrolet. Motors, il y a Chrysler qui est là, voilà, énormément de constructeurs, mais il me disait, qu'est-ce qu'il en est des Français? Alors, ils sont où alors? Alors, physiquement, moi, ce que je lui disais à ce moment-là, c'est physiquement, ils ne sont pas là. Maintenant, ils sont là à travers des équipementiers, Valeo en l'occurrence, parce que ces technologies, on les retrouve dans toutes les voitures. Il y a Peugeot qui a fait une annonce hier par le biais de Technicolor. Alors, c'est une chose assez étonnante parce que Technicolor et la voiture, on peut se demander quel est le rapport. Technicolor est présent au CES pour présenter des tas de technologies liées à l'image, au logiciel, etc. Voilà, Technicolor, voilà. Qui travaille dans le cinéma. Dans le cinéma, qui est très connu dans le cinéma. À l'origine, on se souvient tous des vieux westerns en Technicolor. Une émanation aujourd'hui de ce qu'était Thomson. Enfin, alors, on ne va pas refaire l'histoire de Technicolor, mais c'est un acteur majeur de l'imagerie. Technicolor qui développe également une plateforme logicielle qui s'appelle Keo, si ma mémoire est bonne. Et alors l'idée de Keo,
c'est de développer des applicatifs pour l'automobile, et entre autres, qui peuvent être développés également pour l'automobile, plus exactement, parce qu'il y a beaucoup d'autres applications. Et dans le cadre de développement de l'automobile, Technicolor a annoncé un partenariat avec PSA, donc Peugeot Citroën. La première voiture qui sera équipée de la plateforme Keo, ce sera le C4 Picasso, si je ne dis pas de bêtises. Et l'idée de Keo, c'est de permettre au conducteur d'avoir une prolongation de sa voiture à travers des systèmes multimédia, et donc d'emmener un peu comme l'image de la tablette Android d'Audi, l'automobile à la maison. Voilà. Alors, si on en est à parler de sport, de Peugeot, c'est parce qu'il y a également Renault. Et Renault qui est présent ici de façon très indirecte, Et discrète. très discrète, avec la Formule I. Alors la Formula I, c'est une nouvelle catégorie en course automobile. Donc c'est sanctionné par la FIA, la Fédération internationale de sport automobile. Tu peux nous expliquer Ah voilà, là ce qu'on voit à l'image, c'est comme dans le sport, il y a les pit babes, il y a la foule qui est là. Il y a le patron un peu playboy, voilà, ça c'est le grand chef de la Formula I. Il a un bel accent espagnol. Il y a le pilote également playboy. Alors ça c'est Luca Di Grassi, c'est aujourd'hui le pilote qui développe la voiture, la Formula I. Ça c'était le dévoilement, on va dire, au public enfin de cette monoplace. La Formula I, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le premier championnat monoplace électrique au monde. C'est un championnat FIA. Les voitures, donc, alors on parlait de Renault, qu'est-ce que vient faire Renault là-dedans? Renault fournit de la technologie électrique. Il n'y a pas que Renault, il y a Michelin comme français qui est partenaire de cette automobile. Et donc un championnat électrique qui va commencer dès la fin de l'année, en septembre 2014, avec une dizaine de dates. La première, ce sera au mois de septembre, à Pékin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il y aura 10 écuries, une vingtaine de pilotes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit déjà la voiture évoluer, puisqu'elle a roulé pour la première fois ici à Las Vegas en présence du public. Je propose qu'on la regarde rouler maintenant. C'était avant-hier sur un parking d'un grand hôtel de Las Vegas. 3, 2, 1, go! Et donc Alexandre, là, on voit la voiture en train de faire des limites des burns et de tourner en rond. Ah bah c'est pas des burns, c'est ce qu'on appelle des donuts, c'est très américain. Voilà, ça fait plaisir au public, mais ça fait pas de bruit, mais ça roule vite ou pas cette voiture? Alors cette voiture, elle peut rouler jusqu'à 225 km/h, si je dis pas de bêtises. Alors l'idée c'est de faire vraiment une vraie course de monoplace, et surtout qui peut se passer en ville. Alors là, ce que vous avez entendu, c'est le bruit de la voiture. Vous n'avez rien entendu, si ce n'est, j'ai envie de dire, le bruit comme un bruit de voiture radiocommandée. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez été jeune, vous avez ce bruit de moteur électrique très, très présent finalement, mais comme on n'entend plus que ça, on l'entend. Et donc on n'a plus le bruit des moteurs. Alors certains diront peut-être à raison que la course automobile perd de son charme si on n'a plus le bruit des moteurs, mais c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir faire des courses en ville et de présenter ces technologies à un nouveau public. Quand tu dis en ville, on peut imaginer d'avoir une course dans les rues de Paris? Et alors une course dans les rues de Paris, pourquoi pas, si jamais la mairie de Paris se met à s'intéresser à l'automobile
Ce qui est mal barré, Ouais, je pense. j'en doute un peu, hein. Mais il y a déjà donc des dates qui sont prévues. Pékin, Los Angeles, Miami. Voilà, c'est un championnat mondial ouvert. Rien en France ? Aujourd'hui, rien en France. Et alors c'est là aussi le côté un peu tragique de la chose, c'est que moi qui étais présent à cette conférence de presse hier, alors on l'a dit, Renault est un partenaire essentiel de ce championnat, de cette automobile. Il n'y avait pas un représentant de Renault sur place, mais également il n'y a aucune date française au calendrier. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc je disais, faire découvrir la voiture à un nouveau public, c'est parce qu'également l'idée c'est de promouvoir le véhicule électrique, et là on voit bien les intérêts de Renault, et donc par le biais on va dire des réseaux sociaux, des choses comme ça, de faire s'accaparer ce championnat aux plus jeunes, qui vont même pouvoir voter pour des pilotes, des choses comme ça, et jouer un peu sur les classements également, et faire en sorte finalement que le véhicule électrique devienne le réflexe d'achat lorsque ces gens-là vont vouloir acheter une voiture. Que ce soit synonyme de performance. Exactement, également de performance. Parce que bon, alors ces voitures j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais de l'ordre de 200, 220, 250 chevaux peut-être. C'est pas énorme en soi, mais comme c'est électrique, tout le couple est disponible tout de suite. Et donc on a des accélérations, le 0 à 100 en un peu moins de 3 secondes. C'est une vraie voiture de course, vraiment. Ça va très vite, hein. Moi, j'ai eu la chance avec Skoda de participer au Trophée Andros en électrique. Et comme tu dis, hein, on a le couple immédiatement. Et les sensations sont au rendez-vous. C'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant dans le sens où on n'a plus le bruit, hein, associé à l'automobile. Mais aujourd'hui, les énergies renouvelables, hein, c'est vers ça que tous les constructeurs tendent. Et il y a une grosse opération de séduction. D'ailleurs, il y a des gros noms qui sont associés à ce championnat. Alors oui, alors aujourd'hui la liste des pilotes n'est pas encore connue. Tout ce qu'on a pu nous dire, c'est qu'ils seront issus des championnats assez connus que sont l'IndyCar, la Formule 1, ce genre de choses. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas des top pilotes actuels, mais peut-être des anciens top pilotes, des pilotes en fin de carrière dans un premier temps. Voire ça peut être aussi, ça peut devenir peut-être également, au contraire, un championnat, on va dire, qui va précéder à la Formule 1 ou à l'IndyCar dans le CV d'un pilote. On peut imaginer plein de choses, mais voilà, au-delà de Renault, effectivement, il y a des gens comme McLaren et Williams qui ont été associés au développement de la voiture. Et alors, ce qu'on n'a pas encore dit, mais qu'il ne faut pas que j'oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, donc pour la première édition du championnat, il y aura une seule voiture, la même pour toutes les équipes, hein, pour la dizaine d'équipes, mais à partir de la saison suivante, ce sera un championnat open, c'est-à-dire que chaque écurie pourra développer sa technologie, ses moteurs, ses batteries, son électronique, son châssis. Voilà, les voitures vont pouvoir se différencier. Exactement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, ce que nous expliquait le patron aujourd'hui de Formula I, c'est ils ont voulu éviter cet effet poule et œuf, à savoir, il n'y a pas de voiture, on ne peut pas faire de championnat. On ne peut pas faire de championnat parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc ils ont dit, on fait la voiture, on fait la même pour tout le monde, et on développe le championnat. Et ensuite, une fois qu'il est lancé, les écuries vont pouvoir elles-mêmes développer leur technologie et faire progresser les technologies électriques et les technologies de batterie dans les voitures. L'idée de le faire pour la course, c'est que il y a énormément de contraintes, il y a des demandes en énergie immédiate qui font chauffer les batteries, des choses comme ça. On est obligé d'imaginer des solutions de refroidissement quasiment instantanées pour éviter que les batteries se mettent à bouillir et exploser. Donc voilà, il y a un vrai challenge autour de ça. C'est pas uniquement le sport. Le sport est un prétexte, comme souvent d'ailleurs, hein, la Formule 1, on voit ça aussi. Hein, la Formule 1, il y a des choses qui sont développées pour la Formule 1 qui arrivent ensuite dans la série. On pense au turbo chez Renault, des technologies d'injection directe chez d'autres constructeurs. Hein. Voilà, c'est un peu cette idée-là. D'accord. J'ai cru comprendre qu'il y avait Leonardo Caprio qui était engagé. Il conduit ? Alors, je ne sais pas s'il conduit, mais il parraine. Il prête son image, comme Alain Prost d'ailleurs. Il prête son image. Il y a quelques célébrités qui se mettent autour de ça. Je pense que l'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu glamour, d'un peu people, également pour titiller
la mémoire des gens. Alain Prost, bon voilà, on ne le présente pas. Il a une caution course évidente. Le fait qu'il prête son nom va peut-être faire se remémorer ses courses aux plus anciens et donc donner de l'intérêt à ce futur championnat. Qui débute quand ? Tu peux nous le rappeler ? Donc la première course c'est au mois de septembre 2014 et ce sera à Pékin. D'accord, bon bah rendez-vous à Pékin alors. Voilà, rendez-vous à Pékin pour le Formula I. On a encore un petit peu de temps, donc je propose que pour conclure, on parle un petit peu des autres choses qu'on a vues sur ce salon. Alors oui, le CES, depuis quelques années, on le disait, il y a toujours eu ce hall automotive dédié à l'automobile. Toi comme moi, Alexandre, c'est pas ton... Non, toi c'est ton premier CES, pardon. C'est mon premier CES, D'accord. j'ai ce plaisir. D'accord, bon bah moi j'en ai fait un peu plus que toi, je crois que j'en suis à mon 7e là, et effectivement on a toujours eu des voitures dans le salon. La grosse différence, on en parlait tout à l'heure avec Grégory, c'est qu'on nous présentait auparavant surtout tout ce qui était l'audio embarqué dans l'automobile. Et on sent aujourd'hui qu'il y a un mouvement donc, qui bascule. On a eu le salon du CITEC, dont on avait parlé lors d'une précédente émission, où l'électrique prend une place de plus en plus importante. D'ailleurs, tu parles du CITEC, c'est intéressant parce que, alors moi qui ne connais pas le CITEC, quand tu en étais revenu, tu en avais parlé, on voyait un petit peu la liste des exposants et on avait, donc moi ça m'a tout de suite fait tilt, j'ai eu l'impression de voir un peu la même chose. Il y a Détroit, la semaine prochaine, le salon de Détroit qui commence. On a le CES qui est en amont de Détroit avec des constructeurs qui sont donc ici, qui seront également à Détroit. Le CITEC était en amont du salon de Tokyo avec des constructeurs qui allaient être juste après à Tokyo. Exactement, et sur ce salon là, le CITEC c'était focus sur donc pour que je replace les choses, le CITEC c'est un salon là aussi dédié aux technologies, mais aux technologies au sens propre, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir trouver dans un futur plus ou moins lointain. Contrairement au CES où là ce sont des technologies pour cette année ou l'année prochaine. Là on a de plus en plus de constructeurs comme tu le disais en amont de Détroit et la grosse tendance au-delà de l'électrique, c'est vrai qu'ici l'électrique, mis à part la Formula I, on n'en voit pas non plus énormément. Il y a la BMW, il y a la i3. La i3 mais qui n'est pas une nouveauté. Qui n'est pas une nouveauté mais BMW communique beaucoup dessus. Et on l'a vu d'ailleurs, ils ont personnalisé un hôtel tout entier à Las Vegas. Ils proposent au public de faire des essais en ville de la voiture. On va s'inscrire. Alors je ne sais pas si beaucoup de nos téléspectateurs sont également à Las Vegas, mais s'ils veulent aller essayer une i3, il suffit de se rendre sur la zone d'essai de BMW. On signe une décharge, une décharge et on prend la voiture et on a un parcours en ville. On la ramène, c'est à peu près une demi-heure. On peut faire ça, c'est ouvert aux visiteurs. Et l'autre grosse tendance qu'on constate ces dernières années, c'est tout ce qui est la voiture connectée. Tu peux nous en toucher 2 mots de la voiture connectée ? Je crois que tu connais bien le sujet. La voiture connectée, on en a parlé dans cette émission. C'est beaucoup de choses. La voiture connectée, on l'a vu avec Audi, c'est la 4G embarquée dans les voitures en série. Aujourd'hui, ça existe avec l'Audi A3 déjà. C'est des technologies d'interactivité entre la voiture et son pilote, son conducteur ou son possesseur. La voiture qui se repère dans le temps, dans l'espace, etc. Qui permet de recevoir des informations, trafic, météo, un petit peu tout ce qu'on veut. Ces réseaux sociaux, c'est un ensemble de choses au service du conducteur qui apportent du confort et de la sécurité. D'accord. Et c'est vrai que tout ça est lié à l'évolution des technologies, l'évolution aussi des réseaux. Aujourd'hui, on nous parle que de 4G avec le réseau naissant en France. Donc la 4G arrive dans les voitures également. La 4G arrive dans les voitures. Alors donc là, Audi en première est le premier constructeur au monde à faire des voitures full 4G. Donc, 4G LTE, qui sont capables de marcher dans le monde entier. D'ailleurs, c'est là où on rejoint le prétexte du CES, c'est que le fournisseur de la technologie est également exposant ici pour d'autres raisons.
Donc c'est Qualcomm qui fournit la technologie. C'est important ce que tu viens de dire, le fait que ce soit universel, parce que on sait tous que certains téléphones vont fonctionner en France, mais ne vont pas fonctionner par exemple aux États-Unis ou au Japon. Et la 4G, justement, la tendance aujourd'hui est de dire on va faire un modem, donc c'est Qualcomm qui fait ce modem qui s'appelle le RF360, qui va fonctionner absolument partout. Donc il est intégré aujourd'hui dans des smartphones. Vous allez demain aux États-Unis, en Afrique du Sud ou n'importe où. Du moment qu'il y a un réseau 4G, vous n'aurez pas besoin de changer de téléphone et ce sera la même chose avec les voitures. Alors, on a dit tout à l'heure que, toi, tu me disais que il y a quelques années, l'automobile ici, le prétexte c'était le son. De ce que tu as vu, ça peut être quoi d'autre aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vraiment ça. On a la voiture connectée d'une part, voilà, donc la voiture électrique, donc grosse actualité sur la voiture électrique. La voiture électrique aussi, au-delà de simplement les moteurs électriques, on a la recharge sans fil qui arrive. Ça, c'est la prochaine grande tendance. Donc vous garez votre voiture au-dessus d'une borne. Vous n'avez plus besoin de connecter un câble, elle se recharge toute seule. Vous avez également la voiture autonome, donc qui se conduit toute seule ou assistée, tout en utilisant tout un tas de capteurs. Donc tout ça, encore une fois, est rendu possible avec la miniaturisation des composants. Voilà, ce sera, je crois, le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis ici à Las Vegas. On a été ravis de faire cette émission, Driss, en quasi direct, puisqu'on est à quelques heures de la diffusion. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, le hashtag Le Garage TV, le compte Twitter @LeGarageWatch. Driss, dans 15 jours à Paris ? Dans 15 jours à Paris, en espérant qu'on ait beau temps. Merci à tous. Au revoir.